Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un pipeline. Alors aujourd'hui, je suis avec Romaric Philogène, le CEO de Covery. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Salut Julien, enchanté et ravi d'être là et j'adore le nom vraiment du podcast. Merci. On a beaucoup brainstormé pour trouver un nom qui nous faisait rire. Donc on a Ah trouvé ouais, celui-là, on l'aime bien. pas mal. Du coup, Romaric, je te laisse te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, et il y en a sûrement, malheureusement. Ouais, non, heureusement, hein, sinon ça serait vraiment trop triste ou c'est que j'ai une position beaucoup trop importante pour tout ça. Écoute, je suis Romaric, CEO et cofondateur de Covery. Très rapidement, donc moi je suis un tech, je suis CEO maintenant, donc je suis censé être beaucoup moins tech. Je reste tech par le sujet qu'on adresse qui est en gros, on crée une plateforme type IDP, donc Internal Developer Platform, qui permet entre autres de permettre aux développeurs de se concentrer sur ce qui a de la valeur, mais d'être à la fois aussi côté infrastructure, donc d'être un peu plus autonome sur le déploiement applicatif, entre autres, et d'aider les équipes plateforme, ingénierie et DevOps en fait à fournir une expérience qui soit digne de ce nom, notamment au sein des entreprises, pour aider les développeurs à être plus autonomes, donc en mode self-service. Voilà. En gros, c'est ce qu'on fait. On existe depuis 3 ans et demi. On a plus de 50 000 développeurs. On bosse beaucoup avec les US, pas mal de clients mid-size, enterprise, et voilà. C'est cool. Non, c'est top. On est un peu dans le même monde tous les deux. On vend des trucs aux développeurs, donc c'est bien. On va se comprendre. Bah, Et, tu vois, on a même des hoodies en fait. On a tous les et deux. ouais. Je vois que j'avais pas, On j'avais a le pas fait même attention, mais style, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On est des clones en fait, ça ne marche pas du tout. ah mais purée, mais en plus c'est Incroyable. vrai. T'as aussi pas de cheveux. J'ai une barbe. T'as Ouais, une barbe, pas de cheveux. Oh mon ça va dieu. pas du tout. C'est une sorte de miroir incroyable. Bon, on voit pas tout à fait la même chose du coup, et ce que vous faites, c'est assez cool, et ça m'intéresse de savoir un petit peu comment tu places toi, voilà, c'est le thème du podcast, c'est de parler de CI/CD, de pipeline, de trucs comme ça. Où est-ce que vous vous placez vous là-dedans? À quelle étape? En parallèle? Dedans? En plein milieu? Après? C'est quoi le la story parfaite? Ouais, c'est une très très bonne question déjà. En fait, ça va vraiment Merci. dépendre du. Non, mais c'est vrai que c'est toujours en gros où est-ce que tu commences, où est-ce que tu t'arrêtes avec ta solution, parce que fondamentalement, on fait des produits techniques. Parfois, les frontières sont un peu blurry, donc c'est pas extrêmement clair. En gros, nous sur notre solution, on va vraiment pouvoir déjà s'intégrer sur des stacks existantes. Ok, ce sont des boîtes qui ont souvent déjà une CI/CD en place, ils vont faire du build, du run, etc. Ils ont pas mal de choses. Nous, on s'insère. L'idée, c'est que Covery, en fait, ça se veut être relativement modulaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des boîtes qui veulent, en fait, tout simplement, ils vont vouloir tout remplacer. Ils vont vouloir remplacer. On a le cas, en fait, d'une boîte typiquement qui est pourtant une grosse boîte, qui est un espèce de concurrent de Doctolib aux US, qui a remplacé en fait toute leur pipeline en gros de CI avec Covery, puisqu'on a une partie en fait CI intégrée. On se définit pas comme étant une CI, mais on a une partie build en fait d'application et déploiement. Donc c'est vraiment ce petit côté un peu CI/CD on incorpore, mais on vient ajouter en fait des fonctionnalités supplémentaires dessus, notamment la possibilité de pouvoir créer des environnements à la demande. Et c'est dans cet aspect-là qu'on a remplacé en fait tout leur pipeline de CI/CD. Mais on a la plupart de nos clients ont déjà en fait un pipeline de CI/CD. Ils viennent intégrer Covery, notamment sur cette stack-là. Donc ils vont utiliser GitHub Action, Jenkins, GitLab CI, et vont intégrer Covery, notamment pour la création d'environnements à la demande, notamment pour sur une ouverture de pull request, par exemple. Voilà. Donc ils Ouais, ont du leur coup, pipeline. Voilà. tu peux créer un environnement, toi, en tant que développeur, pour tester un truc, mais tu peux utiliser le même environnement, enfin, ou une autre version de cet environnement, une autre instance de cet environnement pour lancer des tests dedans, en fait, et avoir le Ouais. même environnement quand tu dev, du coup, maintenant, quand tu es dans une PR, par exemple, dans une pull request, etc. Quand tu fais ton CI aussi, donc, genre, si tu as des tests fonctionnels, on peut imaginer que tu les fais tourner avec du code qui tourne du coup dans une instance spawnée par Covery. Et du Ouais. coup, jusqu'à la prod aussi, est-ce que tu peux gérer une partie de la prod, ou à la prod, c'est carrément un autre sujet, ou c'est Ouais. dedans aussi? Alors, on a le cas, en fait, c'est une IDP, donc c'est assez large. Et justement, on a créé des diagrammes parce que les techs comprennent très très bien les diagrammes. On montre justement à quel point c'est modulaire et jusqu'où on va. C'est-à-dire qu'on va aussi jusqu'au run. On a des clients qui se servent de Covery parce que c'est tellement facile de créer des environnements à la demande, en fait, qui vont même aller jusqu'à créer des environnements de production pour leurs clients. Notamment, on a un use case qui est qui est très utile pour des boîtes qui servent en gros des comptes plutôt enterprise,
qui est comment est-ce que je peux gérer en fait plusieurs comptes de production, donc de comptes de production pour chacun de mes clients enterprise qui souhaitent déployer sur leur propre compte cloud. Parce que Covery, c'est un produit qui va vraiment tellement faciliter finalement l'orchestration d'infrastructures qu'on peut aller jusqu'à créer en gros et gérer d'une seule interface plusieurs comptes cloud, plusieurs comptes de production pour des clients qui sont complètement différents. Donc on va jusque là effectivement. Ouais. Mais surtout qu'en fait, tu résous un problème, j'ai l'impression qui est, c'est jamais pareil entre le laptop du dev, le CI et l'environnement de prod. C'est la Mm. la la running joke où, quand un dev te dit: «Beh, ça marche sur mon Ouais. ordi», tu dis: «Bah, on va mettre ton ordi dans le data center du coup parce que du coup ça marche chez toi mais pas sur la pas sur la prod quoi. Donne ton laptop, on va le racker». Mais, Ouais, ça va pas du tout quoi. Mais en fait, ça résout aussi un peu ce problème-là, j'ai l'impression. Si tu pousses en tout cas jusqu'à la prod, tu peux ouais, imaginer en tout cas déjà d'avoir un truc entre dev et le CI qui est assez proche, c'est quand même pratique parce que débugger un CI, c'est quand même très compliqué. En ouais, vrai, quand ça marche pas dans ton CI et que c'est complètement différent, ce qui est le cas si tu fais du GitHub oui, Action, du Circle CI et cetera, c'est souvent très différent de l'environnement qu'ont les développeurs, en local pour faire tourner leurs tests par exemple ou ce genre de choses. C'est pas évident et en plus tu peux pas, lancer une instance de CI, pour, débugger ou pour faire des tests ou je sais pas quoi. C'est super, enfin c'est pas vraiment possible. Après tu as l'environnement de staging classique, en fait, où souvent les développeurs le partagent. Et donc là, c'est un peu la foire. Donc là, du ouais, coup, j'imagine que c'est un problème qui est aussi résolu, c'est que tu as pas forcément ouais. un staging, tu peux en avoir plein Ouais, et ça c'est un de nos use cases phares, c'est vraiment la création d'environnements de staging en gros à la demande, donc ephemeral environment. Donc vraiment que ça soit de manière manuelle, en clonant un environnement de départ, qui peut être l'environnement de staging, donc en un clic on va pouvoir le créer, ce qui rend accessible finalement en fait la possibilité de tester même à des équipes qui sont non techniques, hein, donc s'ils doivent valider en fait une feature, ils vont pouvoir le faire, et on a la capacité de le faire de manière programmatique, mais c'est vraiment un des use cases les plus phares possibles. On a tous connu le côté où on travaille sur le même environnement de staging. Il y a Jean-Michel qui a modifié le schéma de la base de données qui est partagé par tout le monde ouais. et tout le monde run ses tests et bon tout est broken. On attend un petit peu sur le côté, on va au baby foot, on revient. Ça sera peut-être réparé ou sinon on reviendra demain quoi. Donc c'est un problème en vrai qu'on voit toujours aujourd'hui qui est pas anecdotique du tout. Moi je l'ai vécu, je sais pas si toi Julien tu l'as vécu aussi ce problème là. Si, si, moi j'ai vu des staging où en fait, je comprends toujours pas le fait de tester dans un staging qui souvent est reset une fois par semaine, sur la base de prod et tout le monde reteste pendant une semaine complète leur truc parce qu'en fait, tu peux pas tester tes changements de manière, atomique, c'est-à-dire, tout seul, tu les testes au milieu d'un foutoir gigantesque, de des fois de dizaines, voire de centaines de devs en même temps. Du coup, tu dis: «Ah ça marche», en fait, juste ça marche parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait un autre changement qui a rien à voir et c'est un coup de chance que ça marche et tu penses que ça fonctionne et tu mets ça en prod, ça marche pas du tout parce qu'il manque le Ouais, changement de Jean-Michel qui était en staging, donc c'est pas du tout une bonne façon de ouais, tester. Et donc faut isoler tes tests et isoler tes même si tu fais des tests en live, entre guillemets «manuellement», parce que c'est ouais, un autre débat. Pourquoi tu les fais manuellement? Mais pourquoi pas à la limite dans certains cas, mais au ouais, moins les isoler parce qu'avoir une plateforme de staging où c'est un grand déballage et un grand bazar de tous les changements en cours de test, de machin, c'est impossible de faire quoi que ce soit et je pense que ça ralentit les développeurs au final parce que tu risques de merger des changements qui sont faux, pas bien testés ou pas correctement testés et en plus, comme tu disais, enfin, si jamais ça marche pas, tu arrives pas à merger parce que tu as des trucs en conflit ou je sais pas, enfin, c'est l'enfer. C'est vraiment enfin, je l'ai vécu, ouais, c'est vraiment l'enfer. J'ai détesté ce genre de fonctionnement. ouais. T'as même la charge, t'as parfaitement raison, et c'est la charge cognitive en fait qui est engendrée par le fait de voir ce synchro avec ses collaborateurs, savoir qui est-ce qui est sur le staging où je dois modifier le schéma de base de données. En fait, c'est une charge vraiment mentale qui fait que, en tant que dev, aujourd'hui, on parle beaucoup de la développeur expérience pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais c'est vraiment en fait ce côté-là où en gros tu te retrouves freiné dans toutes en fait les avancées et l'inertie en fait que tu as dans tout ce que tu dois développer et pusher et shipper parce que en gros tu as cette charge en fait cognitive, cette charge mentale additionnelle pour pouvoir en fait te synchro sur des trucs que normalement tu devrais pouvoir faire comme ça sans vraiment sourciller. Ouais. C'est vraiment une des parties en fait, une des grosses parties qu'on vient résoudre. Et il y a un truc que tu as dit aussi, c'est tu as parfaitement raison. C'est assez drôle parce que nous-mêmes, en fait, d'une partie dans notre process de qualification en fait des opportunités, on voit des boîtes qui sont encore sur du test manuel et on voit des boîtes qui sont encore qui sont sur du test plutôt full automatisé. Je reprends Ouais. l'exemple de cette boîte à la Doctolib. En fait, eux, ils ont pris Covery vraiment pour créer en fait des environnements de end-to-end testing complet. C'est-à-dire que de la création de l'environnement au test, à la destruction, tout est automatisé. Donc la partie provisioning, déprovisioning, c'est avec Covery, donc tous leurs services, etc. Le seeding, c'est géré aussi par Covery.
Et derrière, enfin, d'ailleurs, ils utilisent Replibyte, qui est un autre truc qu'on a développé en full open source, pour seeder en fait leur base de données. Ils run en fait tous leurs tests fonctionnels, donc tout est automatisé. Ça, c'est topissime. Et derrière, il y a tout le déprovisionning. Et à côté, on a aussi des boîtes en fait qui sont beaucoup plus manuelles pour des raisons plus historiques ou de mauvaises. Enfin, c'est pas des mots. C'est juste qu'ils n'ont pas la maturité encore suffisante, notamment pour automatiser certains de leurs tests. Et ils ont des QA engineers, beaucoup de QA engineers qui viennent tester, créer des environnements à la demande pour pouvoir tester finalement les releases et les fonctionnalités qui déploient. D'accord. Et c'est ça qu'on essaie de faire évoluer, c'est-à-dire que ces boîtes-là, en fait, comment est-ce qu'on leur permet qu'ils sont sur un modèle un petit peu à l'ancienne, sans jugement du tout. Hein, c'est toujours, voilà, ça paraît évident quand on est dedans, mais en fait, il y a tellement de choses, d'autres aspects en gros à gérer que c'est un peu le cas des soucis. Mais c'est comment est-ce qu'on aide finalement ces boîtes-là à transitionner en fait d'un modèle où ils vont faire beaucoup de tests en gros manuels qui sont coûteux parce que tu as des humains derrière qui vont tester, même si tu leur permets de créer des environnements. Évidemment, déjà, ça leur permet de gagner en vélocité de manière assez importante. Mais comment est-ce que du coup on les aide à transitionner de ce côté manuel à en fait tout automatiser sur leur pipeline, comme on le fait aujourd'hui sur du déploiement avec une CI/CD traditionnelle sur la production. Comment est-ce qu'on permet de fluidifier finalement la partie testing sur des environnements en fait à la demande. Voilà. Ouais, quand tu fais un plan de test, quand tu as un plan de test et déjà tu peux avoir l'environnement de test en un clic, grosso modo, plutôt que d'attendre que tes développeurs te rendent la main sur un environnement parce qu'il y en a qu'un et d'avoir la Ouais, bonne version et compagnie. Là, tu peux vraiment tout faire en un coup, c'est quand même, un gain de temps, super appréciable en termes de productivité. ouais, Tu parlais de développeur expérience, même si je sais pas si on met les développeurs QA vraiment dans les développeurs, cibles de la développeur expérience souvent, mais on devrait et c'est un truc qui est super important là et je pense que ça devient de plus en plus, critique, entre le manque de ressources, le manque de main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre, des développeurs, de manière générale. Et si en plus ils sont pas contents d'être chez toi parce qu'ils sont frustrés, parce que tout est galère, on parle de staging où on se bagarre dessus et en plus ils perdent du temps, enfin tu as tout à perdre à pas optimiser ce genre de truc, c'est-à-dire d'avoir un évidemment les tests full automatiques, bon bah, c'est un peu, le graal ultime, c'est-à-dire que là tu as 0 friction, tu fais des changements, c'est testé, ça part en prod limite, dans les 5 minutes quoi, idéalement. Donc c'est sûr que ça, c'est un peu l'aboutissement complet de ce que tu dois, j'imagine, viser si tu peux faire du déploiement continu. Sauf si ouais. tu ships sur des CD-ROM. Là, c'est compliqué. Ah, ça, c'est Mais c'était l'histoire. Tu sais que c'est comme ça que Salesforce a créé, entre autres, le SaaS. Hein. C'est que, tu sais, à chaque release, dans le software, c'était d'envoyer des CD-ROM, en gros avec les updates. Les updates devaient être gérés par les personnes du coup qui installaient et qui utilisaient le software. Enfin, c'était une vraie galère. Et le SaaS, ce qui a apporté le SaaS, c'est que vraiment, bah, finalement, on paye un abonnement, mais toute la partie friction sur les mises à jour, etc., est gérée par le provider. Enfin bref, c'est l'histoire du software. On essaie d'améliorer, on voit ce qui marche moins bien, et bon, c'est un travail qui continue, on le sait, qui est itératif. Hein. ouais et ouais, bah, c'est non, mais c'est pour ça que ça a du sens de faire ça maintenant et on est content d'en arriver là parce que c'était pas rigolo de faire des CD-ROM, je trouve. J'en ai pas fait à l'époque, mais ça m'aurait pas plu. Je pense que ça m'aurait pas plu. Pas que j'écrive beaucoup de bugs, hein, mais quand même, ça arrive. Ah, moi, vaut mieux pas que je travaille sur la code base. Hein. Heureusement que j'ai une très bonne équipe que tu connais d'ailleurs et qui fait le taf très bien parce que moi, je suis très bon bootstrapper, hein, mais alors purée, j'en fais des trous. Hein. Donc, Ouais, bon, c'est bon. Vous avez un bon CI et en plus, j'imagine que vous utilisez, du coup, forcément Kovri en interne pour faire tout ça, quoi, donc ouais, on l'a pas utilisé tout de suite, hein, Covery, évidemment, parce qu'il manquait énormément de choses, de primitives, en fait, qui nous permettent. Mais justement, on se rendait compte à chaque fois qu'on voulait l'utiliser, ben, on se rendait compte de ce qui manquait. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, on utilise Covery dans Covery, et ça marche très très bien. Et c'est ce qui nous permet vraiment de voir, donc, Your Own Dog Food, mais de voir finalement ce qui manque. Et c'est toujours une mauvaise excuse de dire que ah non, on le fait de cette manière parce qu'avec Covery, non, bah si tu peux pas le faire, pourquoi est-ce que tu essaies de vendre en fait ton propre soft, notamment à des clients? Tu essaies de pousser en gros des gens à la consommation alors que toi-même t'es pas convaincu puisque tu t'en sers pas. Donc ça permet réellement de bien s'itérer, mais ça a pris énormément de temps parce qu'on pense qu'on peut le faire dès le départ. Effectivement, il y a des petits trucs qu'on a pu faire dès le départ avec Covery, mais réellement gérer la prod comme on le gère aujourd'hui avec Covery, c'était pas du tout possible. Hein. C'était même pas imaginable il y a 2 ans. Il y a un an, c'était à peine OK. On commençait à se dire OK, on peut le faire. Et c'est quelque chose qui est apparu relativement récemment, les derniers 6 mois. Donc ça prend énormément de temps en fait de construire une solution qui soit réellement utilisable par ses propres équipes. ouais, mais je pense que si tu fais un dev tool ou un outil technique comme ça, je pense que tu es obligé d'y aller par là parce que si tu peux pas utiliser ton propre outil au quotidien
et être le premier utilisateur et tu le vois, en fait, dans les SaaS. Enfin, moi, je trouve qu'on le voit assez bien, les SaaS de développeurs, en général, sont assez bien faits quand, les développeurs eux-mêmes les utilisent tous les jours. Que si tu prends n'importe quel SaaS, qui fait autre chose et que les développeurs l'utilisent pas tous les jours, s'ils ont pas un super product owner qui va leur expliquer c'est quoi vraiment le pain point, qui vont leur faire du design du X de A à Z, ils font un peu n'importe quoi les développeurs parce qu'ils n'utilisent pas le produit tout le temps. Donc ça, c'est Ouais. un truc sur lequel, les DevTools ont vraiment une carte à jouer, c'est utilisez-vous vous-même, sinon ça n'a aucun Ouais. sens. Alors après, il y a un autre truc, il y a un autre travers, c'est que comme on a des développeurs et je sais pas si toi tu le vis Julien, mais nous on a des développeurs qui sont quand même relativement très bons puisqu'ils créent du tooling notamment pour d'autres développeurs qui sont peut-être moins affinitaires notamment de ces sujets-là et qui essayent de se concentrer sur ce qui apporte de la valeur, bah, dans leur business. Et en fait, il y a un autre problème qui se crée, c'est que nos développeurs, parfois, et c'est là où toute l'approche produit est extrêmement importante, c'est pour ça qu'on a des product managers, c'est pour ça qu'on parle beaucoup avec nos utilisateurs et nos clients, qu'on analyse, on regarde comment est-ce qu'ils utilisent, c'est que ils sont trop bons d'une certaine mesure. C'est bizarre de dire ça, mais en fait, ils sont trop bons. Faire un Dockerfile, typiquement, bah, je comprends pas, c'est super simple de faire un Dockerfile. Oui, pour toi, c'est Oui. simple, mais en fait, pour la plupart des développeurs, ça l'est pas. Et c'est très difficile dans ce cas de figure. Il y a aussi une autre chose, c'est désapprendre. En fait, finalement, ce qui est acquis pour toi ne l'est pas forcément pour un autre. Ouais, Et ça c'est ça, un ouais. problème récurrent que j'ai aussi, c'est que je finis souvent mes conversations avec les développeurs ou même avec, notre CTO en mode genre: «Oui, mais alors si à partir de là, on donne juste un langage de programmation au client, puis il se débrouille, à t'écouter parce que, en fait, tout est facile, en fait, c'est ça?» Tout est Mais en fait, facile. tout est facile, mais en fait, pas du tout, parce que sinon, tu pas de clients si tout était si facile et tu as besoin d'intégration, tu as besoin, comme tu dis, un Dockerfile, c'est pas si évident pour tout le monde et qu'en fait, tu as besoin de fournir le plus de valeur possible et d'aider les gens à plein de niveaux et ouais, comme tu dis, oui, c'est bon. Bah, en fait, quand tu nages dedans toute la journée, tu es un peu biaisé forcément, quoi. Ouais, complètement biaisé et ça, c'est un vrai truc, c'est un petit travers, en fait, qu'on voit notamment dans ces profils-là et c'est quelque chose où il faut désapprendre et vraiment se mettre à la place du client parce que dans l'expérience même qu'on va fournir dans un dev tool, l'idée, c'est que ça soit utilisé par les utilisateurs en premier évidemment. Donc c'est hyper important qu'en tant que, constructeur, builder, en fait, du tool, on l'utilise soi-même. Mais il faut pas oublier que, à la fin, c'est le end user qui compte aussi. Ah C'est-à-dire que bah, ouais, c'est sûr. voilà. Et tu parlais tout à l'heure de vos clients, par exemple, qui utilisent, Covery et cetera. Est-ce que tu vois, hem, tu disais différents cas d'usage, par exemple, il y a des boîtes qui vont faire des tests automatisés, il y en a qui vont utiliser juste ça pour lancer des environnements, pardon et de faire des tests à la main. Est-ce que tu vois un pattern, en fait, chez tous les clients? Genre, en fait, c'est quoi la liste des clients qui ne devraient pas venir chez vous, par exemple? Parce que je trouve ça assez intéressant souvent de faire l'exercice contraire, c'est-à-dire, de ne pas vendre, l'outil, mais de dire: «Voilà, si vous faites pas ça, typiquement, il y a des prérequis pour utiliser ce genre de solution». Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui font pas forcément, du CI/CD. Déjà, tout le monde fait pas du CI/CD de la même manière. De manière générale, il y a quand même plein Ouais, de gens qui ont pas le même niveau de testing. Il y en a qui vont faire de 2-3 petits tests unitaires et puis après des plans de test manuels complètement manuels avec des jeux de test écrits en papier quoi et distribuer des CD-ROM comme je disais. Il y en a qui vont automatiser tout de A à Z et donc du coup, c'est ce qu'on fait chez nous par exemple. On écrit des tests, tout est automatisé. Une fois que c'est approuvé, ça part en prod, dans les 5 minutes et il y a pas rien de manuel, tout est vraiment, full automatique, mais tout le monde n'est pas à ce même niveau-là. Est-ce que du coup, déjà pour toi, il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a une route forcément de partir d'un truc où tu as rien au saint graal de, je sais pas, tout automatiser ou pas? bah, il y a des prérequis techniques et on va dire plus organisationnels. On peut parler des deux, mais il y a aussi un état d'esprit en fait à avoir. Nous, on voit dans nos clients, nos meilleurs clients sont ceux, et c'est pour ça que beaucoup on bosse aux US. Il y a aussi un espèce de mindset qui est, on peut tout faire. Il y a le problème, et je pense que tu le vis aussi, c'est que quand on s'adresse à des ingés, le truc c'est, je sais pas si tu as eu ce truc-là un petit peu, mais nous au départ on l'a eu, c'est non mais Covery, je l'aurais écrit en 2 jours. Ça, dès que tu fais un développeur tool, tu as forcément des clients qui viennent, ce qu'on appelle en builder buy, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils te demandent, enfin, ils te challenge directement parce que tu as un ingénieur dans l'équipe qui a vu ton truc, qui a compris ce que ça faisait et qui s'est dit dans sa tête: «Je sais comment le faire» et qui vient te voir et qui dit: «Bon, bah, apparemment, ça a l'air Ouais, facile, donc je crois pas pourquoi vous vendez ce truc-là». Et en général, au bout de 30 minutes de démo, tu lui as suffisamment montré tous les cas, bizarres, d'erreurs auxquels il a pas pensé pour qu'il te dise: «Ah ouais, OK, en fait, c'est un vrai métier». Exactement. Mais ouais, parce que tu fais ça, comme tu dis, vous, ça fait, pareil 3 à 4 ans que vous faites ça, donc vous avez l'expérience, le savoir-faire et qu'au fait, au final, c'est impossible de ouais, rivaliser avec une équipe qui est focus sur un sujet en particulier
pendant 3 ou 4 ans, toi, alors que c'est pas ton cœur de métier. Il y a des gens qui viennent te voir, pour en disant: «Bah, Covery, ça a l'air cool, mais je vois pas trop, pourquoi je le ferais pas tout seul». Ils voient pas la valeur, ils voient pas qu'en fait, si ça fait 4 ans que tu es focus sur le truc, de prime Ouais. abord, ils sont un petit peu naïfs et Oui, on peut les comprendre et que c'est pas leur cœur de métier et qu'il faut pas le faire, en fait, parce qu'ils vont mettre ouais. le bras dans un truc où, bah, à la fin, ils vont monter une start-up concurrente, en fait, ça se trouve. Ouais, oui, c'est pas trop grave et nous moi je j'ai aucun problème avec ça. Il y a une très grosse boîte cette semaine qui est venue nous voir, une petite anecdote, je ne vais pas donner le nom, mais qui est une très grosse boîte avec plus de 10 000 employés, et une équipe d'ingénierie de 500 personnes. Ils ont été très francs, ils nous ont dit: «Écoute, on est intéressé par Covery. Par contre, nous, la politique, c'est qu'on va acheter le produit, on va vous l'acheter pendant, 3 à 5 ans, mais par contre, on va apprendre, ça va nous servir de learning, mais on va construire notre propre plateforme interne». Ils ont été très honnêtes là-dessus sur l'approche. C'est pas un problème en tant que tel parce qu'on sait qu'aussi ils vont être confrontés à des choses. C'est pas que de la technique, c'est une approche aussi produit et c'est un moyen aussi de leur montrer la valeur réelle et que c'est pas si évident en fait de faire ça. Bref, c'est un autre C'est pas sujet. évident, c'est ouais, Ouais. c'est notre échelle parce que du coup, c'est un autre sujet, c'est vrai. Mais c'est une autre échelle, je veux dire, déjà, ils sont très gros, donc ils peuvent vous manger d'un coup, j'imagine et ils peuvent leur faire la même chose. Après, c'est sûr que s'ils ont beaucoup plus de ressources et plus d'argent, ils peuvent très bien ajouter 3 fois le nombre de développeurs que vous avez et en imaginant que ce soit possible C'est et acquérir l'expertise et imaginer que mais encore une c'est fois, je trouve marrant. que C'est tu finis marrant. par avoir plein de concurrents, quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est assez intéressant. Je pense qu'on a transitionné du mode où la technique, en fait, tu peux acheter, tu peux manger une boîte parce que tu empiles des ingénieurs. En fait, on est en train de transitionner. Nous, tout ce qu'on vend, tu sais, Julien, tout ce qu'on vend, c'est de l'expérience. On ne vend rien d'autre. On vend que de l'expérience. On vend de l'expérience, c'est tout. Et en Ouais, fait, c'est un mindset aussi, ça demande, c'est tout le mouvement platform engineering, qui est que comment est-ce que des DevOps, en fait, changent de ce mindset-là, qui est, en fait, ça suffit d'empiler des tools, ça suffit, en fait, il y a beaucoup de tools qui permettent de faire plus ou moins la même chose. C'est de la technicité, c'est très bien, ça fonctionne très bien, c'est très utile pour des DevOps engineers. Mais comment est-ce qu'on rend finalement accessible, en fait, toutes ces choses-là? Comment est-ce qu'on consolide l'expérience et on rend ça accessible, notamment aux développeurs, aux end-users? Et c'est toute la partie, c'est plus de l'ingénierie en tant que telle, c'est de l'expérience, c'est une approche produit. Et ça, c'est un changement de mindset qui est majeur en vrai. Et c'est pas si évident. C'est pas si évident parce que les ingénieurs en fait, encore une fois, c'est une histoire. L'expérience, elle passe par à quel point tu es capable de te mettre à la place du end user, de bien comprendre le besoin, d'analyser ce besoin, de voir quel serait ce qu'on appelle le golden pass, qu'est-ce que tu peux fournir en tant qu'expérience, quelles sont les interfaces qui font à privilégier, quelles sont les contraintes techniques, et c'est un tout, en fait, c'est toute une approche produit, c'est même en fait construire une boîte au sein de la boîte. C'est ça la plus ouais. grosse difficulté en fait là-dedans. Donc c'est pas si évident. Aujourd'hui, en empilant des ingénieurs, je ne suis pas sûr qu'en fait ça soit facilement résolvable. Il va falloir vraiment combiner et c'est vraiment créer une boîte, product manager, peut-être des designers, peut-être des gens vraiment qui sont moins techniques en fait en tant que tels, mais qui vont mieux comprendre le besoin et pouvoir apporter la solution adéquate à ça. Voilà. Donc Ouais. c'est pas évident, pas évident. Ouais, ça rejoint après toutes les problématiques de développeurs expérience dont on parlait tout à l'heure et qui sont clés maintenant dans toutes les équipes, quoi. Ouais, exactement. Je voulais juste rajouter un point là par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc pour la question qui était initiale, qui était comment est-ce que du coup tu identifies finalement les bonnes boîtes, les bons interlocuteurs, les bonnes personnes. C'est assez drôle, nous on a vu quelque chose, tu as raison, en fait le syndrome du développeur qui arrive ou de la personne qui se représente conceptuellement, c'est simple de comprendre ce qu'on fait. Techniquement, c'est d'une autre difficulté, comme vous, ce que vous faites chez Mergify. Quand tu comprends vraiment, quand tu as de l'expérience, tu sais à quel point le démon est dans les détails. Et en fait, nous, on a vu quelque chose, c'est que justement, vraiment, nous, notre travail, c'est d'identifier. Il y a évidemment l'environnement technique qui est un prérequis, donc ça, c'est super facile à identifier, mais tu as aussi le mindset de tes interlocuteurs. Nous, on appelle ce qu'on recherche, ce sont des pragmatic engineers. Donc, pragmatic DevOps, pragmatic engineers, des gens qui ont suffisamment de bouteilles, d'expérience pour dire, en fait, écoute, ça, je l'ai fait en fait déjà 15 000 fois. Je sais à quel point, en fait, c'est cool. Ils ont déjà, en quelque sorte, joué, ils ont déjà expérimenté, et ils ont aussi suffisamment de recul pour se rendre compte à quel point ça ne vaut pas la peine, en fait, d'investir des efforts, en fait, sur ce truc-là. Il faut avoir quelque chose de modulaire, suffisamment modulaire sur lequel tu vas pouvoir builder dessus, être pas bloqués, pouvoir se projeter. Ils vont être très pragmatiques dans leur approche. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de voir quelles sont les limites du produit. OK? Mais ils vont être aussi très, OK, moi, en fait, mon use case, c'est celui-ci et la solution, en fait, fit parfaitement bien, en fait, mon use case.
Et ça, ce sont nos meilleurs, en fait, vraiment, ce sont les meilleures personnes avec lesquelles on travaille, parce que ce sont pas des gens qui viennent commencer à dire, à te parler de limites qui, en fait, ne correspondent même pas, en fait, au use case même, Ouais, en fait, qu'ils souhaitent adresser. Parce que ça, sinon, en fait, tu tombes dans tu te retrouves à comparer feature par feature technique par rapport à des trucs qui n'ont rien à voir. La personne en face, elle va te sortir 4000 outils différents, elle va dire, ouais, mais je fais la même chose, mais est-ce que tu peux faire ceci? Bon, écoute, je pense qu'en fait, on est en train de perdre notre temps tous les deux. Je pense, c'est super intéressant, etc. Et ravi de pouvoir continuer cet échange, mais voilà, avancerons chacun de notre côté, c'est peut-être mieux, quoi. j'ai déjà eu ce genre de conversation où ça finit en concours de qui a le plus de features et à la fin tu mais c'est pas vraiment l'intérêt, c'est est-ce qu'il y a une des 2 solutions qui correspond au problème que vous avez ou pas Oui, et qui est exactement. peut-être un peu évolutif dans une direction ou dans une autre parce que tu peux anticiper les problèmes aussi des ingénieurs que tu as en face et parce que tu as l'expérience, comme tu disais tout à l'heure, des problématiques et tu sais déjà anticiper quel est la prochaine step sur laquelle ils vont se heurter et donc tu anticipes un peu et normalement c'est un peu ce que peut faire ton produit, etc. Mais oui, après, faire juste de la comparaison pour de la comparaison. Mais c'est intéressant ce que tu dis dans le pragmatic engineer déjà parce que je me reconnais beaucoup là-dedans, quand j'étais ingénieur en tout cas. Mais c'est surtout ce que je me dis, c'est qu'au final, de ce que comment je le perçois, c'est que tu peux pas en fait choisir tu choisis pas ton interlocuteur, quoi. C'est-à-dire que si en face de toi, tu as une équipe où il y a personne de pragmatique, grosso modo, en fait, tu passes ton tour, quoi. C'est-à-dire que tu sais que c'est une équipe que tu pourras pas, que tu auras pas comme cliente et puis bon, bah, du coup, bon courage à eux. Je sais pas comment ils bossent après, s'ils ils ont personne de pragmatique dans l'équipe. Mais, c'est pas forcément gagné d'avance parce qu'il y a pas des équipes, je pense, où il y a toujours des gens qui ont ce mindset-là. Et du coup, tu parlais de mindset, est-ce que c'est un mindset que tu penses qui est individuel par équipe ou qui, en fait, ressort des cultures, bah, la culture et des valeurs de la boîte Ah sous-jacentes? Parce ouais, que ouais. ouais, c'est un peu ce que je me dis. Les deux, mais comme j'explique souvent, la culture, en fait, elle émane même, en fait, des gens qui travaillent dans cette boîte et des fondateurs, etc. Donc, c'est une histoire de culture parce que tu recrutes finalement des gens qui sont, qu'on le veuille ou non, on reste humain. Donc, on aime bien et ça rassure aussi de voir un peu ces clones, entre guillemets, rejoindre, en fait, une structure parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de clash, en fait, d'un point de vue valeur, en fait, personnelle. Donc il y a aussi une histoire de mindset, puis les gens évoluent, hein, parce que moi, la personne que je suis aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai été il y a 10 ans, oh mon Dieu, mes pauvres managers de l'époque, Pierre qui est mon associé CTO, il a réussi à tenir jusque-là, je sais pas comment, euh, il m'a vu évoluer, j'étais vraiment horrible il y a 10 ans parce que j'étais très technique, très tourné vers la technique, par trouver des solutions, vouloir tout builder par moi-même. Donc, je comprends tout à fait en fait cet état d'esprit, surtout que c'est nécessaire et c'est ça toute la difficulté pour faire de très bons ingés, de gens techniques. Il faut pouvoir expérimenter un maximum. Ok, donc c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Mais dans ce que tu as dit, nous, on essaie de faire quelque chose. C'est très difficile de l'extérieur, par exemple. Si tu es une boîte technique et tu essayes absolument d'amorcer la vente comme pas possible, donc créer une équipe en fait de sales et outbound, etc., d'aller trouver la bonne personne d'un point de vue extérieur, en fait, trouver les signaux qui te permettent de dire que cette personne, elle est pragmatique. Nous, on est plutôt sur une approche en fait inbound à mort. On crée beaucoup de contenu, on est très visible, on est très présent, et c'est ce qui nous drive finalement les bonnes personnes au sein des organisations qui sont les mêmes, qui sont les meilleurs avec lesquels parler. C'est très drôle parce que c'est vrai que c'est un truc où on voit par exemple d'une même organisation, tu peux vraiment tomber sur des profils complètement différents. Et tu le sais, dans la vente, ce qu'on dit, c'est toujours trouver son champion. Et son Ouais. champion, bah, finalement, voilà, il faut qu'il porte ton projet, il faut qu'il pousse ça, il faut qu'il comprenne le besoin interne, il comprenne la valeur que tu apportes. Et ça, c'est un véritable effort, en fait, derrière. Donc, il y a ce côté, dans une même organisation, tu peux tomber sur des profils complètement différents. Et si tu as un message à porter et que tu veux attirer ces personnes-là, bah, peut-être dans la communication, c'est un bon moyen finalement de faire entendre ce message, de trouver, de faire en sorte que ces personnes viennent elles-mêmes vers toi pour dire ah non mais attends ce que vous faites c'est parfait etc c'est exactement le mindset dont c'est exactement ce dont on a besoin etc et après bon bah c'est à toi de leverager ça mais c'est pas évident hein, c'est vraiment pas une chose évidente. Ouais, non, c'est pas facile. Mais c'est vrai que non, mais la stratégie, qui est souvent adoptée par, les boîtes qui font des dev tools, qui est enfin, en tout cas, au début, c'est assez facile, c'est ce côté inbound où, en fait, tu trouves le bon ingénieur parce que le bon ingénieur, c'est celui qui va faire les bonnes recherches, Google pour trouver les bons articles que tu as publiés, qui parlent des vrais problèmes qu'il a et qui se dit: «Ah, c'est cool, apparemment, ils ont une solution à mon problème, je vais peut-être regarder ce qu'ils font, ça peut être intéressant» et qui vont te tirer dans un projet sur lequel tu vas pouvoir arriver et éventuellement, bah, fournir de la valeur en aidant l'équipe derrière et ça, c'est quand même assez cool, ouais. Je pense que c'est une bonne stratégie.
Ouais, ouais. Écoute, hein, on va essayer de pousser le truc, hein. Bah, c'est ce qu'il faut, ouais. Et non, mais du coup, ça répond un peu à ma question au niveau des boîtes. Tu disais la culture et effectivement, je pense que c'est souvent ce qu'on voit aussi dans les boîtes qui, à contrario, font pas du tout, par exemple, de CI parce qu'il y en a encore. Et on enregistré un très bon épisode avec, Sofiane cette semaine où, bah, on parlait vraiment de pas de CI du coup, puisqu'il a fait beaucoup de projets sans CI, sans rien et c'est assez rigolo de voir, en fait, le nombre de boîtes, qui font des projets où il y a rien du tout, en fait, pas de test, pas de déploiement, enfin, que c'est vraiment à l'ancienne. Incroyable. Ouais, voilà, mais du coup, en fait, tu te rends vite compte et on était d'accord là-dessus, de se dire que c'est finalement un problème de mindset où tu as pas de vision long terme de ton projet, où en fait, tu fais du jetable, où tu fais des choses que tu as jamais fait. C'est-à-dire que tu es devenu manager et tu as jamais fait de test parce que tu es devenu manager au bout de 3 ans et que tu sais pas ce que c'est et qu'en fait, quand on t'en parle, tu laisses tomber et tu as une sorte de cercle vicieux, en fait. Mais ça revient de la culture de la boîte, en fait, et des valeurs qui sont pas du tout long-termistes et en fait, tu passes ton temps à bricoler et à éteindre les incendies. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Et en fait, tu le retrouves aussi, du coup, toi, de l'autre côté, dans ta démarche. C'est-à-dire que quand tu as des boîtes qui sont à l'opposé de ça, qui voient le truc à long terme et qui voient ce qu'il y a dans l'automatisation et dans Ouais, permettre aux développeurs d'être super efficaces et qui savent calculer un ROI en fait sur ce genre de ouais, truc, qui est effectivement un peu ouais. plus compliqué que la moyenne, que voilà. Et ça paye vraiment quoi à la fin. Ouais, ouais, t'as tout dit et c'est à nous aussi en tant que bon là CEO, entrepreneur de montrer le ROI, hein, c'est toute la difficulté parce que parfois la technique est très éloignée finalement du business et que c'est pas forcément et là le pire c'est les boîtes qui voient la R&D comme un centre de coût. Alors là, bon, il faut arrêter tout de suite. C'est pas des bonnes cibles parce que celles-ci, ces boîtes-là, c'est réellement il y a un problème effectivement. Et si la R&D est considérée comme un centre de coût, bon bah peut-être qu'ils auraient dû ne pas avoir de R&D, tu vois. Ce que je trouve difficile parce qu'il y a très peu de boîtes aujourd'hui à mon sens en 2023. En 2023 pour ceux qui regarderont dans très longtemps ces podcasts. En fait, il y a pas de boîte aujourd'hui dont le cœur de métier c'est pas lié, à l'IT de manière générale. Je veux dire, aujourd'hui dans toutes les boîtes, tu as forcément un système d'information et tu as forcément un truc. Même s'il est petit, c'est forcément, le cœur de ta boîte, c'est forcément en partie par ça de plus en plus. Du coup, tout mettre à voir ça comme un coût en fait perpétuel et pas comme un investissement sur lequel tu builds et tu construis et tu optimises, ton business, ça me paraît super casse-gueule. Ouais. Alors moi, je fais vraiment la différence entre l'IT et la R&D. Je fais vraiment, je distingue vraiment les deux parce que c'est vraiment deux sujets. Ils ont des prérogatives complètement différentes, même si l'un ne fonctionne pas sans l'autre. On est d'accord. Enfin, plutôt, on va dire la Ouais. R&D ne fonctionne pas sans l'IT. L'IT peut fonctionner en vrai sans la R&D. Il n'y a pas de problème. Mais je fais vraiment le scindage parce que en fait, nos interlocuteurs, vraiment d'une organisation à une autre, hein, enfin, vraiment sont différents. Nous, on travaille beaucoup plus avec la R&D, mais l'IT est inclus dans notre discussion parce que forcément, on touche à l'infrastructure, etc. Mais ce Ouais. sont vraiment deux choses différentes. En tout cas, nous, à notre niveau, ce qu'on voit des organisations avec lesquelles on bosse, c'est différent, mais encore une fois, ça change vraiment d'une organisation à une autre, hein. Et il y a un truc dont tu as parlé tout à l'heure, en fait, entre les lignes, mais moi, j'ai envie qu'on en parle pour de vrai. Vous avez pas mal de clients, du coup, aux US, je crois principalement aux US d'ailleurs, ce qui est aussi Mm. notre cas chez nous et on se retrouve pas mal là-dessus. Et est-ce que tu vois une différence, en fait, de mindset entre, de mindset ou d'autres choses d'ailleurs? Je dis mindset, mais je pense que le vrai bloqueur, c'est pas les technos, parce qu'on utilise tous les mêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Mais je pense que le mindset, par contre, peut être très différent, tant au niveau technique, qu'au niveau, gérer de l'entreprise et des valeurs, ce qui est normal, on n'a pas la même culture. Mais, est-ce que ça vient de là aussi le fait que vous ayez plus de parts de marché, enfin de marché tout court, aux US qu'en France ou en Europe de manière générale? Ouais, c'est assez intéressant et c'est un constat que j'ai fait par bah là par l'expérience en fait, c'est que pour le même type de boîte, on va dire de la mid-size. Alors il y en a pas beaucoup en France, il y a vraiment et en Europe en général, c'est vraiment pas des marchés où il y a beaucoup. On peut se focus et monter des boîtes qui soient financièrement bien développées sur de la mid-size. Mais en gros, pour le même type de boîte, on va avoir vraiment des ingénieurs de typologies différentes. Ce que j'ai vu, c'est que souvent les ingénieurs français, donc comme on reste no end users, sont des ingénieurs. Les discussions qu'on a avec des ingénieurs aux US et des ingénieurs en France, c'est complètement différente. Les ingénieurs en France qui vont évaluer, qui vont tester la solution, sont vraiment bah, dans l'ingénierie, c'est-à-dire ils sont déjà en train de penser comment est-ce qu'ils peuvent. Est-ce que ça a de la valeur parce qu'ils se disent, au lieu de se focus sur le problème et sur la raison pour laquelle, entre autres, ils sont payés et vraiment comment est-ce qu'ils peuvent faire avancer la boîte d'un point de vue business, c'est-à-dire qu'ils
le moyen, en fait, le code, ce qu'ils créent, en fait, c'est notamment pour apporter de la valeur business, ils vont se focus beaucoup sur la technologie, sur les technos et sur le comment est-ce que ça fonctionne en dessous. Ce qui est extrêmement important. Mais en fait, on a un pays et une culture d'ingénierie. Je pense qu'en Europe, il y a pas mal de pays qui se retrouvent là-dessus et ça se ressent vachement dans les interactions qu'on va avoir, notamment avec les personnes qu'on a en face. Aux US, ils sont beaucoup plus les ingés avec lesquels, pourtant des gens très aussi expérimentés, qui ont des très beaux parcours, etc., qu'on va avoir, qui connaissent très très bien leurs sujets techniques et avec lesquels on a des interactions vont très très être focus sur des use cases entre guillemets. C'est-à-dire que quand ils regardent une solution, quand ils regardent et qu'ils veulent tester, ils viennent avec un use case très clair. Et en fait, si tu coches toutes les cases de ce use case là, go for it. C'est aussi simple que ça. Là où des ingénieurs en Europe, ce qu'on voit, ils vont venir avec un use case initial. Donc tu te dis, ok, bon, bah top, je le connais par cœur, ce use case. Et là, ils vont commencer à dire, ouais, mais est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Est-ce que tu comme si, en fait, il se projetait à 15 ans avec, on a un peu ce syndrome-là, hein, finalement, en tant qu'ingé, c'est de toujours vouloir builder des trucs qui hyper scale, même dans le cas où on n'en aura jamais besoin, c'est-à-dire qu'on met jamais de limite, en fait, dans ce qu'on construit. Et ce qui fait que, en gros, bah, on se retrouve bah, dans des discussions où, encore une fois, où on est là à comparer feature par feature, des trucs complètement hypothétiques et qui ne se passeront jamais. Et c'est un vrai gros frein qu'on voit notamment à l'adoption ou des Ouais. discussions qui sont beaucoup plus longues. Même si tu coches toutes les cases à la fin, ça fait que tu as des discussions vraiment plus longues. Alors que les Américains et Nord-Américains sont assez pragmatiques, c'est-à-dire que si tu réponds à un problème là tout de suite, avec la solution, ils vont essayer de se projeter évidemment parce qu'ils savent que leur business évolue. Mais en fait, si tu tiques les cases, c'est top. Même si ton produit n'a pas encore les features à 2 ans ou à 1 an, c'est pas un problème, même à 6 mois. C'est-à-dire qu'ils vont dire, OK, c'est quoi la roadmap, etc. Est-ce qu'on peut l'accélérer? Et ils vont y aller. Si tu leur dis, OK, c'est go, c'est tout de suite, tu as cette notion de trust, tout de suite un peu clé en main. Donc après, l'idée, c'est de vraiment délivrer sur ce que tu promets. Donc ça, c'est top. Mais vraiment, ils ont ce mindset-là où, OK, on peut y aller step by step, ça fonctionne là très bien pour ce qu'on a à faire et on va voir comment est-ce que ça évolue. Et si ça ne fonctionne pas, bah écoute, il n'y a pas de problème, on dégage la solution, on en trouve une autre. Et ils ont cette approche-là. Là où tu vas être dans une approche beaucoup plus compliqué avec des boîtes européennes dès le départ, mais aussi où il y a une certaine relation, une confiance qui se crée au fur et à mesure des interactions et peut-être ça débouchera sur quelque chose. Mais au final, pour le budget équivalent, tu vas avoir une accélération au côté US où tu vas vendre beaucoup plus rapidement. Tu vas vraiment avoir cette vélocité-là et tu vas pouvoir co-construire finalement ta solution. Là où en Europe, c'est une galère. Si t'as pas genre 1500 features, trucs, etc. Et que tu as tiqué toutes les cases et même des cases qui sont complètement improbables, bon, il se passera Je crois que c'est jamais parce rien. que, ils se projettent pas en fait, ouais, ça me fait penser, en fait, les Européens viennent avec un use case et des specs techniques dont ils ont pas forcément besoin, mais ils s'imaginent que s'ils l'avaient fait eux-mêmes, ils voudraient ces specs tech enfin, ils feraient ces specs techniques-là, ils feraient ce genre de trucs-là. Ils disent: «Oh moi, je ferais tout ça à votre place», et donc ils veulent être sûrs que tu fais pareil pour savoir s'ils peuvent te trust ou pas. Je pense que c'est un peu ce côté-là, j'ai l'impression de Ouais, qui est un peu ouais, bizarre, quoi. Mais c'est vrai que les Américains sont plus pragmatiques, pour reprendre ton terme de tout à l'heure, qui je trouvais être assez juste. Et si tu es assez en fait, comme tu dis, ils achètent de l'expertise aussi, donc en fait, ils savent que tu vas être expert du domaine, que tu vas builder dans les 6 mois, 1 an qui viennent, la suite, et qu'en fait, il y a ex- déjà une solution, que tu es dans le domaine d'expertise, en fait, qu'ils achètent c'est et qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça que tu veux à la fin. Ouais, c'est exactement, par exemple, notre produit, on est en train de développer et de bien intégrer le fait que tu puisses l'installer sur n'importe quel cluster Kubernetes. Et tu vois, on a eu un client, je vais pas donner son nom, aux US, très bon client. Ils sont rentrés par l'offre en fait classique sur AWS, etc. Ils utilisent ça, ils l'ont étendu l'usage, ils adorent le produit. C'est vraiment, c'est toujours comme ça avec les voitures. Tu rentres par un use case et tu expands et on expand en fait tranquillement chez eux, bien avec plusieurs équipes avec leur système on-premise, etc. Et ça, c'est vraiment top parce qu'en fait, ils te font confiance. Tu as vraiment ce trust initial qui est important. Tu t'engages, hein, vraiment, et après, tu fournis évidemment les efforts. Et je trouve qu'en fait, en France, on a une super ingénierie. C'est un truc de fou, hein. Vraiment, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou, fou, furieux. Et on commence à avoir le mindset aussi produit, mais il faudrait que ça s'accélère, c'est-à-dire vraiment ce côté un peu product engineer qui se retrouve beaucoup dans la vallée, beaucoup en fait aux US. Et vraiment, on a tout à gagner là-dessus parce qu'on a honnêtement, on n'a rien à envier en fait aux US d'un point de vue ingénierie. On est vraiment extrêmement bon, extrêmement fort. D'un point de vue produit, on a encore à améliorer, mais ça va dans la bonne direction et je suis confiant que dans les prochaines années,
avec ce mindset-là, on puisse faire vraiment de belles choses. Alors, le mid-market, je suis pas sûr on réussisse, on reste un petit pays. Je suis pas Ouais. sûr qu'on réussisse à solver ce problème-là. Mais en tout cas, on va pouvoir faire des boîtes qui s'exportent bien, comme on le fait, comme on le voit en ce moment. Et ça, c'est plutôt, ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Ouais, je partage ton analyse. Je pense qu'on a aussi de très, très bons ingénieurs. D'ailleurs, on nous les pique souvent, donc c'est bon signe. Mais en produit, on n'est pas toujours top, donc mais on y vient, ouais. Après, le problème du marché français, c'est qu'il est petit et que je vois malheureusement beaucoup de boîtes, souvent même des boîtes de dev tool qui s'attaquent au marché français, qui est ridiculement petit et du coup pas toujours en avance, comme on disait tout à l'heure, d'un point de vue pratique, techno, mindset, donc c'est difficile et le marché européen n'existe pas puisque c'est un marché, de plein de pays et c'est pas un marché européen et tu pas la même langue, la même culture dans tous les pays d'Europe. Donc tu recommences à zéro si tu vois des startups qui commencent en France et qui vont sur pas des sujets tech, hein, mais des sujets autres qui dans d'autres pays, elles doivent quasiment tout recommencer à chaque fois parce que aux US, si tu fais du marketing aux US, ça marche sur tout le pays qui est quand même très gros. Donc c'est plus facile, quoi. Donc Ouais. ça, c'est un vrai point pour les startups françaises. J'avais une autre question sur ce que vous faites au niveau techno, du coup, parce qu'on n'a pas parlé, mais en fait, ça marche avec tout, en fait, Covery au final. C'est-à-dire que tu parlais de Kubernetes tout à l'heure. En fait, il n'y a pas vraiment le gérer d'un point de vue, par exemple, d'un point de vue CI, ça s'intègre, j'imagine, avec un peu toutes les plateformes, mais d'un point de vue déploiement, environnement, que ce soit du Kubernetes, de la AWS, du on-premise, tu disais, n'importe quoi, ça marche, en fait. Ouais, ouais. C'est vraiment la clé, en fait, dans un produit tech. En fait, au final, c'est l'intégration. Euh, c'est à quel point tu t'intègres, et tout dépend bien évidemment de ta typologie de client, mais au final, toutes les boîtes ont déjà de l'existant, ils ont du legacy, des choses qui vont remplacer ou pas remplacer. Et en gros, la question, c'est à quel point tu t'intègres du coup dans une stack existante. Hein. Covery, on n'y échappe pas, on est dans toute cette partie delivery, déploiement, infrastructure. Donc les boîtes et nous, alors par contre, on voit des boîtes aussi, tu as raison Julien, qui n'ont pas de CI/CD en place et qui prennent Covery parce que du coup, ça fait tout avec la partie build, run, déploiement, run, etc. Mais et du coup, ils prennent un peu tout le package et Covery gère tout. Mais là, tu dois les éduquer, tu dois leur dire attends, il faut que tu installes du monitoring parce que Covery, en fait, on te donne des logs, mais c'est pas du monitoring. Hein. Va prendre une solution Datadog, New Relic ou ce que tu veux. On te met même un petit Grafana. Tu peux installer si tu veux sur Covery un petit Grafana avec tout ce qu'il faut parce qu'on a déjà tout qui est bien configuré. Mais voilà, on s'intègre, on peut te fournir une stack complète, mais on s'intègre parfaitement bien vraiment dans un écosystème. On a des boîtes et des clients qui font vraiment des intégrations de folie. On a même un Terraform provider pour dire. Donc bon, c'est assez lourd et je pense que c'est vraiment la clé. En tout cas, si il y a d'autres personnes qui sont en train qui créent des boîtes tech, qui créent du dev tool, c'est vraiment à quel point finalement tu es dans cette philosophie-là de comment est-ce que tu peux intégrer finalement ton produit dans une stack existante. Je pense que Ouais. Mergify, vous avez compris ça. Donc, Ouais, tout à fait. Bah, on s'intègre le plus possible ah, avec tous les CI, GitHub. Ouais, je te disais du coup tu parlais des intégrations et effectivement, avant qu'on soit coupé, les intégrations, c'est super important. Effectivement, c'est sur lequel on bosse beaucoup parce que tu peux pas avoir un produit de dev, tech comme ça sans être intégré avec tous les autres outils que les devs utilisent au quotidien parce que sinon c'est juste une perte de temps et une friction qui est souvent presque insupportable pour eux. Donc oui, nous c'est pareil, on s'intègre avec GitHub évidemment et tout ce qui est CI et compagnie, pour que ça marche, et que tu aies aucune friction et aucun problème avec tout ça, que ça marche, facilement quoi. Donc ça, c'est un point super important. ouais, exactement. Beh, Tout à fait d'accord. merci beaucoup Romaric, c'était super intéressant de discuter avec toi de tout ça. On a parlé, pas que de CI, on a aussi parlé un peu de produits, de tech, d'ingénierie, c'était top. Je pense qu'on a encore plein d'autres sujets dont on pourrait parler pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast, donc on va pas s'égarer non plus. Mais, ravi de Ouais, t'avoir parlé, exactement. c'était vraiment cool et puis, bah, au plaisir. On se recroisera sûrement parce qu'on est des clones, donc, forcément. Trop cool. Merci beaucoup, Julien. C'était Salut. cool.